Vous quatre, entrez. Boone Carter avait entendu beaucoup de choses au cours de ses 32 années passées à parcourir ces territoires, mais jamais des mots comme ceux-là, prononcés dans un anglais imparfait par quelqu'un qui n'était pas censé être là, et qui ne provenait pas de l'intérieur d'une cabane abandonnée depuis 3 hivers. Il resta immobile sur son cheval, fixant la fine ligne de fumée qui s'élevait de la cheminée. La fumée n'était pas normale, tout n'était pas normal dans cet endroit. La cabane était vide depuis que les meuniers étaient morts de fièvre, tout le monde le savait, mais quelqu'un avait balayé le porche, quelqu'un avait réparé le volet cassé, quelqu'un cuisinait à l'intérieur. La voix se fit à nouveau entendre, plus claire cette fois, indubitablement féminine. Vous pouvez vous approcher, il ne vous pas s'enfuir si tu bouges lentement. Les enfants. Elle parlait des enfants, mais Boone pouvait voir 3 petites silhouettes blotties derrière le tas de bois. Des enfants, à en juger par leur taille. Des visages sales qui le regardaient avec des yeux trop vieux pour leur âge. Pourquoi se cachait-il et pourquoi semblait-elle si calme à l'approche d'un étranger? Mais comment pouvait-elle savoir qu'il était là? Il n'avait pas fait de bruit, les sabots de son cheval étaient silencieux sur la terre molle. Il s'était approché sous le vent, comme il le faisait toujours, comme son père le lui avait appris, comme cela lui avait permis de rester en vie toutes ces années, à moins qu'elle ne l'attendait. La porte s'ouvrit lentement et ce que Boone vit le fit frissonner, non pas à cause de la personne qui se tenait là, mais à cause de ce que cela signifiait. Une femme apache, ses longs cheveux noirs tressés avec des lanières de cuir qu'il avait déjà vues, du cuir appartenant à la famille Whitman, la famille qui avait disparu sans laisser de traces 2 mois auparavant, ne laissant derrière elle que des questions et une affiche de récompense qui était toujours accrochée dans le magasin général. Elle le regarda droit dans les yeux, sans surprise ni crainte, seulement avec une terrible tristesse consciente. « Je t'attendais, Boone Carter, » dit-elle, alors qu'il ne l'avait jamais vu de sa vie. « Nous devons parler avant qu'il ne vienne nous chercher. » La main de Boone se posa instinctivement sur son arme, puis s'arrêta. La femme apache n'avait fait aucun geste menaçant. En fait, elle se tenait complètement immobile, les mains visibles sur les côtés, le regardant avec une expression qui semblait presque soulagée. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Sa voix était plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Les nouvelles vont vite quand un cow-boy pose des questions sur des familles disparues. Elle s'écarta de la porte, révélant l'intérieur de la cabane. Elle était propre, habitée. Une marmite bouillonnait sur un petit feu. Les enfants ont faim, ils se cachent depuis l'aube. Boone jeta un coup d'œil vers le tas de bois où 3 petits visages continuaient de l'observer. L'aîné, un garçon d'environ 8 ans, s'était placé devant les 2 plus jeunes pour les protéger. Tous 3 portaient des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, rapiécés et rapiécés encore, mais propres. De qui sont ces enfants? C'est ce dont nous devons discuter. Les yeux de la femme ne quittaient pas son visage du regard. Mais pas ici. Les hommes du shérif Morrison font des rondes. Ils repasseront par ici avant le coucher du soleil. Morrison. Ce nom fit frissonner Boone. Le shérif cherchait n'importe quelle excuse pour vider les campements apaches. S'il trouvait ici une femme avec des enfants blancs, vous les mettez en danger en restant ici, dit Boone. Je les garde en vie en restant ici, dit-elle d'une voix dure. Ces enfants que vous voyez, Tommy, Lily et Samuel, sont avec moi depuis 6 semaines. Avant cela, ils mouraient de faim dans les ruines de leur ferme incendiée. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Boone, formant une image terrible. Une ferme incendiée, une famille disparue, des enfants abandonnés. Mais quelque chose clochait. La ferme des Whitman avait brûlé 2 mois auparavant. Le rapport de Morrison indiquait qu'il n'y avait aucun survivant. Le rapport de Morrison était faux. Elle s'est approchée et Boone a pu voir plus clairement les bandes de cuir dans ses cheveux. Elles provenaient sans aucun doute des vêtements des colons blancs, mais elles étaient portées comme des bandeaux et non comme des trophées. Il s'était trompé sur beaucoup de choses. Le garçon derrière le tas de bois a chuchoté quelque chose au plus petit. Ils avaient l'air terrifiés, mais pas par Boone. Leurs yeux continuaient de se tourner vers la route, dans la direction d'où venaient les hommes de Morrison. Pourquoi m'attendiez-vous spécifiquement? La femme apache resta silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle parla, ses mots avaient le poids de quelqu'un qui avait gardé des secrets trop longtemps. Parce que vous êtes le seul à avoir visité la tombe des Whitman après l'enterrement, le seul à avoir laissé des fleurs, le seul à se soucier réellement de ce qui est arrivé à leurs enfants. Un bruit au loin les fit tous se figer. Des bruits de sabots,
plusieurs chevaux, encore loin mais se rapprochant régulièrement. La femme pâlit. Tôt, murmura-t-elle. Boone Carter, dans les 5 prochaines minutes, tu vas devoir décider quel genre d'homme tu es vraiment. Le bruit des sabots se fit plus fort. Boone compta au moins 3 chevaux. Marchant d'un pas régulier le long du sentier principal, ils atteignirent la cabane en quelques minutes. Faites entrer les enfants, dit-il doucement. Maintenant. La femme Apache acquiesça et siffla doucement. Les 3 enfants sortirent immédiatement de derrière le tas de bois et se précipitèrent vers la cabane. Le garçon, Tommy, attrapa les mains des 2 plus petits et les tira avec l'efficacité d'une personne qui avait déjà fait cela auparavant. Attendez. Boone leva la main lorsqu'ils atteignirent la porte. Il regarda Samuel, le plus jeune, dont les grands yeux bleus le fixaient avec un mélange de peur et de curiosité. Ce sont vos enfants Whitman. Ce n'était pas une question, la ressemblance était indéniable maintenant qu'il les voyait clairement. Tommy avait la mâchoire obstinée de son père, Lily avait les traits délicats de sa mère, Samuel avait la fossette caractéristique de la famille Whitman au menton. Leurs parents sont morts en essayant de les protéger, dit simplement la femme. Je les ai trouvés 3 jours après l'incendie. Tommy nourrissait Lily et Samuel avec de la soupe d'écorce pour les maintenir en vie. Le bruit des chevaux qui approchaient se fit plus fort. Boone prit une décision qui allait tout changer. Je m'appelle Boone Carter, dit-il à Tommy en s'accroupissant à la hauteur du garçon. Ton père et moi avons échangé des chevaux une fois. C'était un homme bien, tu lui ressembles beaucoup. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent lorsqu'il le reconnut, puis se remplirent de larmes qu'il retenait depuis des semaines. Pouvez-vous nous ramener chez nous? Murmura Lily d'une petite voix à peine audible. Boone eut la gorge serrée. Il n'y avait pas de maison où les ramener, mais avant qu'il n'ait pu répondre, la femme Apache lui toucha l'épaule. Elle s'appelle Ayanna, dit soudain Tommy. Elle nous a sauvés. Elle prend soin de nous, mais les gens n'arrêtent pas d'essayer de lui faire du mal. Ayanna signifie « fleur éternelle » dans sa langue. Boone connaissait suffisamment l'Apache pour comprendre cela. Elle avait donné aux enfants son vrai nom, et non le faux qu'elle aurait probablement donné aux autorités blanches. Les bruits de sabots s'arrêtèrent juste devant la cabane. 3 paires d'éperons tintèrent lorsque les hommes mirent pied à terre. « Restez calmes » murmura Ayanna aux enfants. « Souvenez-vous de ce que nous avons répété. » Repeat. Boone se demanda quel scénario ils avaient répété pour ce moment. Un poing lourd frappa à la porte. « Ouvrez, affaire du shérif. » Boone reconnut la voix. De service. Frank Miller, l'homme de main le plus agressif de Morrison, un homme qui posait des questions avec ses poings et considérait chaque Apache comme une menace potentielle. Ayanna regarda Boone avec des yeux désespérés. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ce ne sont que des enfants. » Un autre coup retentissant. « Nous savons que quelqu'un est là. À l'intérieur. Ouvrez cette porte ou nous la défonçons. » Tommy se plaça devant ses frères et sœurs pour les protéger, comme il le faisait depuis des semaines. Le garçon avait 8 ans et portait déjà le poids des responsabilités d'un homme. Boone se redressa et se dirigea vers la porte, la main posée sur son arme, mais il espérait ne pas avoir à s'en servir. Il avait quelques secondes pour décider comment réagir. Juste avant qu'il n'atteigne la poignée de la porte, Ayanna lui saisit le bras. « Il y a autre chose que vous devez savoir » murmura-t-elle d'un ton pressant, à propos de la véritable cause du décès des Whitman et de la raison pour laquelle Morrison ne veut pas que quelqu'un retrouve ses enfants vivants. La porte trembla sous un autre coup retentissant. Boone posa un doigt sur ses lèvres pour faire signe aux enfants de rester silencieux, puis il tourna la poignée et sortit en refermant la porte derrière lui. L'adjoint Frank Miller se tenait là avec 2 autres hommes, tous arborant les étoiles en étain que Morrison distribuait comme des bonbons à quiconque était prêt à faire son sale boulot. Le visage de Miller avait le visage rouge de colère et d'autre chose, de peur. « Bonjour, Frank, dit calmement Boone. Qu'est-ce qui vous amène par ici, les gars? Ne jouez pas au plus fin, Carter. Nous avons suivi la fumée jusqu'à cette cabane. Quelqu'un vit ici et nous avons l'intention de découvrir qui. » L'endroit me semble vide, répondit Boone d'une voix calme, mais sa main resta près de son arme. Vous avez peut-être vu la fumée de mon feu de camp. Je faisais reposer mon cheval. Miller bouscula Boone pour se diriger vers la porte. Écartez-vous, nous fouillons cet endroit. Boone se déplaça pour lui barrer le passage.
Sur l'autorité de qui? L'autorité du shérif Morrison. Nous avons reçu des rapports faisant état de raids Apaches dans la région. Quelqu'un vole de la nourriture dans les colonies. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. La seule pénurie alimentaire dans cette région concernait les familles Apaches que Morrison avait systématiquement chassées de leur terrain de chasse traditionnel. C'est drôle, dit Boone. J'ai entendu dire que les pénuries alimentaires avaient commencé après que Morrison eut brûlé les réserves hivernales des Apaches. C'est difficile pour les gens de nourrir leur famille quand leurs provisions sont détruites. Miller plissa dangereusement les yeux. Tu prends le parti des sauvages maintenant, Carter? Ces mots frappèrent Boone comme une gifle. À l'intérieur de la cabane, il pouvait entendre Lily gémir doucement. Tommy essayait probablement de la réconforter, comme il le faisait depuis des semaines. Je prends le parti des enfants qui ont besoin de protection, répondit Boone. Dis calmement, quels enfants? Miller s'approcha, sa voix se transformant en un murmure menaçant, tu sais quelque chose à propos des enfants Whitman. La question confirma les pires soupçons de Boone, Morrison ne cherchait pas seulement des pillards Apaches, il recherchait spécifiquement les enfants Whitman. Pourquoi Morrison s'intéresserait-il à des enfants morts? Demanda Boone avec précaution. Le visage de Miller pâlit. Il en avait dit plus qu'il ne l'aurait voulu, car ils ne sont pas morts, dit bêtement l'un des autres adjoints. Morrison dit qu'il pourrait les identifier. Tais-toi, Peters, s'écria Miller, mais il était trop tard. La vérité était révélée. Les enfants Whitman étaient vivants et ils avaient vu quelque chose que Morrison voulait désespérément garder secret à l'intérieur de la cabane. Boone entendit un plancher craquer, puis la voix d'Ayana à travers la porte. Tommy, non. La porte s'ouvrit et Tommy Whitman sortit. Le garçon de 8 ans leva les yeux vers les trois hommes armés, le regard dénué de toute peur, mais plein de détermination. Je m'appelle Thomas James Whitman, dit-il d'une voix claire et forte. Mon père s'appelait Jonathan Whitman, ma mère s'appelait Sarah, et j'ai vu exactement qui les a tués. La main de Miller se posa sur son arme. La nuit où notre maison a brûlé, continua Tommy, ce ne sont pas les Apache Raiders qui sont venus, mais le shérif Morrison et 5 de ses hommes. Ils nous ont obligés à regarder pendant qu'ils abattaient mes parents, puis ils ont mis le feu à la maison et nous ont laissés mourir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le pistolet de Miller était à moitié sorti de son étui lorsque la main de Boone se referma sur son poignet. Pas, dit doucement Boone, mais Tommy n'avait pas fini. Il cherchait quelque chose, des papiers que mon père cachait. Ils les ont trouvés, mais ils ne savaient pas que nous avions tout vu depuis la cave. Miller libéra sa main de l'étreinte de Boone, le visage déformé par la rage et la panique. Petit menteur, Frank. La voix de Boone fendit l'air comme une lame. Sors ton arme et tu auras affaire à moi. L'adjoint hésita. Boone Carter avait une réputation avec les armes que même les hommes de Morrison respectaient, mais le désespoir rendait Miller imprudent. Ce garçon raconte n'importe quoi. Les Apaches lui ont probablement rempli la tête de mensonges. Pas de mensonges, dit Tommy fermement. Je me souviens de tout. Le shérif Morrison a d'abord tiré sur mon Pat, puis sur ma mère quand elle a essayé de nous protéger. Il a dit à ses hommes de faire croire à une attaque Apache, mais je l'ai entendu parler de titres fonciers, d'un certain Fletcher qui achetait des terres à bas prix. Le visage de Miller devint blanc comme neige. Le nom de Fletcher avait fait mouche. Peters, l'adjoint qui avait déjà trop parlé, recula d'un pas. Frank, nous devrions peut-être. Nous devrions finir ce que le shérif a commencé, grogna Miller en regardant autour de lui d'un air hagard, calculant ses chances. 3 hommes armés contre un cow-boy et une Apache avec des enfants à protéger. Derrière Tommy, la porte s'ouvrit davantage et Ayana apparut, les mains visibles et vides, mais les yeux brûlants d'une fureur protectrice. Derrière elle, Lily et Samuel se serraient l'un contre l'autre. Ces enfants ont déjà assez souffert, dit-elle doucement. Ne leur avez-vous pas déjà assez pris? Fermez-la, Krachasker. Vous venez tous avec nous. Morrison décidera de votre sort. C'est alors que Boone Carter prit la décision qui allait définir le reste de sa vie. Non, dit-il simplement, ils ne vont nulle part. Miller éclata d'un rire amer. Toi contre nous 3, tu n'es pas si bon que ça, Carter. Peut-être pas. La main de Boone pendait mollement près de son arme, mais sa posture changea légèrement, son poids se déplaçant sur la pointe des pieds.
Je n'ai pas besoin d'être bon, je dois juste être plus rapide que toi. Le silence s'épaissit entre eux. Boone pouvait entendre son propre cœur battre, sentir la sueur âcre de Miller et de ses hommes. Ce n'était pas des tirs, pas besoin d'être bon, je dois juste être plus rapide que vous. Le silence s'étira entre eux. Boone pouvait entendre les battements de son cœur, sentir l'odeur de sueur âcre qui émanait de Miller et de ses hommes. Ce n'étaient pas des tireurs endurcis, mais des brutes habitués à intimider les fermiers et les familles apaches sans défense. En plus, continua Boone sur le ton de la conversation, vous semblez avoir oublié quelque chose d'important. Quoi donc? Demanda Miller. Je ne suis pas le seul à écouter cette conversation. Les yeux de Miller s'écarquillèrent lorsqu'il perçut le bruit que Boone avait remarqué quelques minutes plus tôt. D'autres chevaux approchaient dans la direction opposée, mais ils ne se déplaçaient pas au rythme agressif des hommes de Morrison. Ces cavaliers prenaient leur temps, se demandant probablement ce que signifiaient tous ces cris. On dirait que les frères Henderson reviennent de la ville, fit remarquer Boone. Les Henderson sont de bons chrétiens, ils seront très intéressés d'apprendre comment le shérif Morrison a assassiné des familles innocentes pour s'emparer de leurs terres. Peters reculait déjà vers son cheval. Frank, nous devons partir maintenant. La main de Miller se posa une nouvelle fois sur son arme, mais le bruit des sabots se rapprochait. Si Boone avait raison au sujet des Henderson, Miller ne pouvait pas risquer d'avoir des témoins de ce qu'il avait prévu de faire ici. Ce n'est pas fini, Carter, dit-il. Oui, c'est vrai, répondit Boone calmement. À partir de maintenant, ces enfants sont sous ma protection. Quiconque voudra leur faire du mal devra d'abord passer par moi. Alors que Miller et ses hommes montaient à cheval et s'éloignaient, Boone se tourna vers le petit groupe derrière lui. Tommy se redressa, ses jeunes épaules carrées, animées d'un nouvel espoir. Lily avait cessé de pleurer. Samuel levait les yeux vers le grand cow-boy avec une admiration proche de la vénération. Ayanna le regardait avec des yeux qui exprimaient à la fois de la gratitude et quelque chose de plus profond. « Vous venez de vous faire des ennemis très dangereux, dit-elle doucement. « J'ai eu des ennemis pires que cela, répondit Boone. Puis il baissa les yeux vers les trois enfants qui avaient tout perdu et leur fit une offre qui allait changer leur vie à tous. « Vous quatre, dit-il doucement, en incluant Ayanna dans ses paroles, venez. » Les frères Henderson arrivèrent au sommet de la colline au moment où le nuage de poussière soulevé par Miller disparaissait dans la direction opposée. Jake et Moses Henderson étaient des éleveurs honnêtes qui ne jugeaient jamais à la légère, mais Boone savait que cette situation mettrait à l'épreuve même leur ouverture d'esprit. « Un problème, Boone ?» demanda Jake en s'approchant. Ses yeux embrassèrent la scène, une femme apache, trois enfants manifestement blancs et les traces tendues d'une confrontation qui venait de prendre fin. « Cela dépend de la façon dont on voit les choses, répondit Boone avec prudence. Moses mit pied à terre et ôta son chapeau lorsqu'il vit Ayanna. Les bonnes manières étaient profondément ancrées dans la famille Henderson, quelle que soit la race. Dit-il respectueusement. Ce sont les enfants Whitman, dit Boone sans détour, inutile de tourner autour du pot. Tommy, Lily et Samuel ont survécu. Les frères échangèrent des regards choqués. Tout le monde avait assisté aux funérailles et pleuré la perte de toute la famille. C'est impossible, murmura Jake. Morrison a dit qu'il n'y avait aucun survivant. Nous avons fouillé les ruines nous-mêmes. Morrison a menti, dit Tommy avec une franchise surprenante. Il a tué mes parents, je l'ai vu faire. L'accusation frappa les frères Henderson comme un coup physique. Moses s'agenouilla à la hauteur de Tommy et scruta attentivement le visage du garçon. Mon fils, c'est une accusation très grave. C'est la vérité, répondit Tommy d'une voix ferme. Il a d'abord tiré sur papa, puis sur maman, puis il a brûlé notre maison et nous a laissés mourir dans la cave. Ayanna posa une main protectrice sur l'épaule de Tommy. Épaule. Je les ai trouvés 3 jours plus tard, à moitié morts de faim, traumatisés, mais vivants. Jake avait l'air troublé. Même si c'est vrai, pourquoi Morrison voudrait-il tuer Jonathan Whitman? Ils étaient voisins, allaient à la même église. À cause de ce que mon père a trouvé, dit Tommy. Des papiers cachés dans notre grenier. Quelqu'un nommé Fletcher achetait des terres à bas prix après que les familles aient été effrayées par les raids apaches. Mais les raids étaient faux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Moses. Fletcher, c'est le cousin de Morrison de l'Est. Il a acheté la moitié de la vallée cette année, à bas prix,
parce que Morrison terrorisait les familles pour qu'elles vendent, a ajouté Boone. Et quand Jonathan Whitman a découvert la preuve de ce complot, il a fallu le faire taire, a conclu Jake d'un ton sinistre. Avec sa famille. Samuel, qui était resté silencieux pendant toute l'explication, a soudain pris la parole de sa petite voix. L'homme à l'étoile a tiré sur maman pendant qu'elle priait. Ces mots simples et dévastateurs, prononcés par un enfant de 4 ans, pesaient plus lourd que n'importe quel témoignage d'adulte. Moses se leva lentement, le visage dur comme le granit. « Que voulez-vous de nous » demanda Boone. Un passage sur jusqu'à Fort Randall. Le colonel et voudra entendre ce témoignage. Morrison opère sous l'autorité fédérale pour nettoyer les colonies Apaches. Si apprend qu'il a assassiné des familles blanches, Morrison ne vous laissera pas aller aussi loin, avertit Jake. Il a posté des hommes sur toutes les routes principales. Alors nous ne prendrons pas les routes principales. Ayanna leva les yeux vers Boone avec surprise. Vous êtes tous les 4 sous ma responsabilité maintenant, dit-il simplement. Je pensais ce que j'ai dit. Le poids de cet engagement pesait sur le groupe. Boone Carter, qui avait chevauché seul pendant 15 ans, s'engageait désormais à protéger une femme apache et 3 enfants orphelins contre un shérif corrompu disposant de ressources illimitées. Il y a autre chose, dit Moses doucement. Morrison ne s'inquiète pas seulement du témoignage. Il paraît que Fletcher vient en ville la semaine prochaine pour finaliser le plus gros achat de terre jamais réalisé dans toute la vallée de Henderson. Jake écarquilla les yeux. Nos terres, les terres de tout le monde, toutes les familles qui ont été effrayées et ont vendu à bas prix. Tommy leva les yeux vers Boone avec un espoir désespéré. Pouvez-vous vraiment les arrêter ? Avant que Boone n'ait pu répondre, Lily tira sur la robe d'Ayanna et désigna l'horizon. D'autres cavaliers arrivent, murmura-t-elle. Cette fois, il y avait au moins 6 chevaux et ils arrivaient rapidement. Les cavaliers qui approchaient n'étaient pas les hommes de Morrison. Boone reconnut le cheval de tête avant de pouvoir distinguer le visage du cavalier était celui d'une jument peinte distinctive qui appartenait au colonel et lui-même. C'est militaire, dit Moses avec soulagement. Des uniformes bleus, mais le soulagement de Boone fut de courte durée. Si le colonel était là en personne, cela signifiait que Morrison l'avait précédé avec sa version des faits. La colonne s'arrêta à 50 mètres. Le colonel s'avança seul, le visage buriné et sombre. Derrière lui, 5 soldats de cavalerie étaient assis au garde-à-vous, les mains posées sur leurs armes. « Monsieur Carter, dit et d'un ton formel, nous devons parler, colonel. » Boone s'avança, se plaçant entre les soldats et les enfants. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Le shérif Morrison est arrivé à Fort Randall il y a 1 heure avec des informations inquiétantes. Il prétend que vous hébergez des enfants volés et une femme apache recherchée pour être interrogée dans le cadre de plusieurs raids. Tommy commença à parler, mais Ayanna posa une main douce mais ferme sur son bras pour le faire taire. Elle avait appris que les hommes blancs au pouvoir écoutaient rarement le témoignage des enfants, surtout lorsqu'ils contredisaient les rapports officiels. « N'est pas ce qui s'est passé ici, colonel, intervint Jake Henderson. Ce sont les enfants Whitman, nous pouvons en témoigner. » Et examina attentivement les 3 jeunes visages. Morrison m'a montré leur certificat de décès signé par le docteur Patterson lui-même. Patterson a été payé pour signer de faux documents, dit Moses avec colère, comme la moitié des fonctionnaires de ce territoire. C'est une accusation grave, monsieur Henderson. C'est une situation grave, répondit calmement Boone, colonel. Ces enfants ont vu Morrison assassiner leurs parents. Ils se cachent depuis des semaines parce qu'ils savent qu'il les tuera pour les faire taire. Elle mit pied à terre et s'approcha de Tommy. Le garçon soutint son regard avec un courage remarquable pour un enfant de 8 ans qui avait vu son monde s'écrouler. « Mon garçon, sais-tu qui je suis ? Tu es le colonel Hay. Mon père disait que tu étais un homme honnête. Ton père avait raison de me faire confiance. Maintenant, raconte-moi ce que tu as vu la nuit où ta famille est morte. » Tommy prit une profonde inspiration et raconta à nouveau toute l'histoire, en incluant cette fois des détails qui assombrirent progressivement le visage de Hay. La conversation qu'il avait entendue à propos des achats de terrain par Fletcher, les mots précis de Morrison pour faire croire à une attaque apache, la destruction systématique des preuves. Lorsque Tommy eut terminé, Hay resta silencieux pendant un long moment. « Ce sont des crimes fédéraux, dit-il finalement. Meurtre, complot, fraude.
Si ce que tu dis est vrai, Morrison a dirigé une entreprise criminelle sous le couvert de son badge. C'est vrai, dit soudain Lily, sa petite voix coupant la conversation des adultes. Le méchant a tiré sur maman, puis il a ri. Le témoignage simple d'une fillette de 6 ans semblait affecté et plus que toutes les explications des adultes réunis. Madame, dit-il à Ayanna, comment en êtes-vous venue à vous occuper de ces enfants? J'ai entendu leurs cris depuis la cave où ils étaient enfermés. Je les ai aidés à sortir et je les protège depuis. Cela représente un risque considérable pour vous. Les enfants valent tous les risques. Et acquiesça d'un signe de tête, puis se tourna vers Boone avec une expression mêlée de respect et d'inquiétude. Monsieur Carter Morrison a lancé un mandat d'arrêt contre vous. Il prétend que vous avez agressé ses adjoints et que vous hébergez des fugitifs. Il a également demandé l'aide des autorités fédérales pour organiser une chasse à l'homme. Boone sentit le piège se refermer sur eux. Il rassemble des hommes en ce moment même. D'ici ce soir, 20 hommes armés qui fouilleront le territoire à votre recherche. Samuel, qui avait serré la main d'Ayanna pendant toute la conversation, prit soudain la parole. Est-ce que les méchants vont encore nous faire du mal? La question resta en suspens, comme un défi. Boone regarda l'enfant effrayé, puis Lily et Tommy, puis Ayanna, qui avaient tout risqué pour les sauver. Non, dit-il fermement, ils ne le feront pas. Et scruta attentivement le visage de Boone. Que comptez-vous faire? Tout ce qu'il faudra pour les mettre en sécurité, même si cela signifie entrer en guerre contre Morrison et tous les hommes qu'il peut engager. La main de Boone se posa inconsciemment sur son arme. C'est donc bien ce que cela signifie. Mais elle le surprit en esquissant un léger sourire. On n'en arrivera peut-être pas là. Morrison a commis une erreur cruciale lorsqu'il est venu me voir aujourd'hui. Laquelle? Il a supposé que j'étais aussi corrompu que tous ceux qu'il avait à sa botte. Il m'a proposé une part du marché foncier de Fletcher si je l'aidais à éliminer les témoins. Boone comprit immédiatement les implications. Vous avez des preuves du complot? J'ai les propres mots de Morrison, attestés par mon agent, qui suffisent à l'arrêter pour trahison et complot en vue de commettre un meurtre. Et marqua une pause, puis annonça la nouvelle qui changeait tout. Mais d'abord, je dois mettre ces enfants en sécurité, dans un endroit où Morrison ne pourra jamais les atteindre. Où? Demanda Ayanna. Le colonel la regarda avec un respect que Morrison ne lui avait jamais témoigné. Ma femme et moi espérons fonder une famille depuis des années. Nous avons une grande maison au fort, de bonnes écoles à proximité et la protection de l'armée. L'offre était plus que ce qu'aucun d'entre eux n'avait osé espérer, mais avant que quiconque puisse répondre, l'un des soldats de lança un avertissement. Colonel, des cavaliers approchent du sud, au moins 15 hommes. Morrison les avait trouvés et il amenait une armée. Les hommes de Morrison se sont déployés en demi-cercle autour de la cabane, leurs armes à la main. Le shérif corrompu chevauchait au centre, le visage déformé par la rage et le désespoir. Derrière lui, Fletcher lui-même était assis sur un cheval bec-coûteux, un homme de l'Est bien habillé qui semblait complètement déplacé dans ce territoire accidenté. Colonel, s'écria Morrison avec un respect fin. Je suis surpris de vous trouver ici, à abriter des criminels. Et s'avança, son attitude militaire imposant immédiatement le respect. Le seul criminel que je vois ici, c'est vous, shérif, ou devrais-je dire ancien shérif. Morrison, qu'est-ce que cela signifie? Est sorti un document plié de sa veste. À compter de cet instant, sur ordre du gouverneur territorial, vous êtes relevé de toutes vos fonctions et placé en détention fédérale pour complot, meurtre et trahison. Le visage de Morrison devint blanc, puis violet de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai l'autorité. Vous aviez l'autorité, corrigea, que vous avez utilisée pour assassiner des familles innocentes pour le projet foncier de votre cousin. Oui, Fletcher, je sais aussi que vous êtes impliqué. Fletcher essaya de garder son sang-froid, mais la sueur perlait sur son front. Colonel, je pense qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, intervint Boone, c'est de penser que vous pouviez vous en tirer après avoir commis un meurtre. Tommy s'avança malgré la main protectrice d'Ayanna sur son épaule. L'enfant de 8 ans regarda Morrison droit dans les yeux, sans aucune crainte. Je me souviens de votre voix, dit Tommy clairement. Vous avez dit à vos hommes de faire croire que c'était les Apaches qui avaient fait ça. Mais c'est vous qui avez tiré sur mon père alors qu'il essayait de protéger ma mère.
Le petit Morrison commença à grogner, mais elle interrompit. Le témoignage du garçon corrobore les preuves que j'ai déjà recueillies, y compris votre offre de me faire partager les bénéfices si j'aidais à éliminer ces témoins. Les hommes de Morrison commencèrent à paraître incertains. Ils avaient signé pour traquer les pillards apaches et les enfants fugueurs, pas pour participer à un complot impliquant des agents fédéraux. Les gars, Jake Henderson s'adressa aux mercenaires, vous devriez peut-être réfléchir à qui vous travaillez vraiment. Morrison vous utilise pour terroriser des familles innocentes. Ma famille pourrait être la prochaine. Plusieurs hommes de Morrison échangèrent des regards inquiets. Moses Henderson avait raison. Si Morrison était capable d'assassiner les Whitman pour leur terre, aucune famille du territoire n'était en sécurité. Ne les écoutez pas, cria Morrison désespérément. Ils essaient de vous monter contre l'autorité légitime. Mais son autorité s'effondrait sous leurs yeux. 3 autres de ces hommes rangèrent leurs armes dans leurs étuis et éloignèrent leurs chevaux de la confrontation. Fletcher, voyant de quel côté soufflait le vent, tenta de prendre ses distances avec son cousin. Le shérif Morrison agissait à mon insu, je n'en avais aucune idée. Firmisla, Aboya Morrison. Vous pensez que me jeter au loup vous sauvera? Le désespoir dans la voix de Morrison révéla tout. Le visage de Fletcher devint livide lorsqu'il comprit que son cousin était sur le point de dévoiler toute leur opération. Le colonel éleva la voix avec une autorité militaire. Tous les hommes loyaux envers la loi, écartez-vous. Quiconque continue à soutenir Morrison sera considéré comme un ennemi du gouvernement des États-Unis. Les mercenaires restants n'eurent pas besoin d'être encouragés davantage. En quelques instants, Morrison se retrouva face à la force combinée des soldats de Hay, de Boone Carter et des frères Henderson, avec seulement 2 adjoints loyaux à ses côtés. C'est fini, Morrison, dit Boone calmement. Rendez-vous maintenant et vous vivrez peut-être assez longtemps pour être jugé. La main de Morrison se dirigea vers son arme, mais s'arrêta lorsqu'il vit la posture de Boone. Le cow-boy ne touchait même pas son arme, mais quelque chose dans son regard promettait une justice rapide si Morrison faisait le mauvais choix. Vous pensez avoir gagné? Grogna Morrison. Même si vous m'arrêtez, Fletcher a assez d'argent pour acheter n'importe quel juge du territoire. Pas n'importe quel juge, dit le colonel et avec satisfaction. Les juges fédéraux répondent à Washington, pas aux pots-de-vin locaux. Le piège se refermait sur eux et Morrison le savait. Son regard désespéré balaya le groupe, s'arrêtant finalement sur les 4 personnes qui avaient détruit son empire soigneusement planifié. Boone, Carter, Ayanna et 3 enfants orphelins qui avaient eu le courage de dire la vérité. Ce n'est pas fini, grogna Morrison, mais même lui pouvait entendre la défaite dans sa propre voix. Alors Samuel, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, prit la parole de sa voix innocente d'enfant de 4 ans. Le méchant ne peut plus nous faire de mal. La question simple posée par un enfant qui avait tout perdu a bouleversé toutes les personnes présentes, même certains anciens hommes de Morrison semblaient avoir honte de ce à quoi ils avaient failli participer. Non, mon petit, dit Ayanna doucement en serrant Samuel contre elle, le méchant ne peut plus nous faire de mal. Mais Morrison avait encore une dernière carte désespérée à jouer. La main de Morrison se posa sur son arme dans une dernière tentative désespérée pour sauver son empire en ruine, mais avant qu'il n'ait pu dégainer, l'arme de Boone était déjà pointée sur son cœur. Non, dit simplement Boone. La rapidité du geste laissa Morrison figé, son arme à moitié dégainée autour de lui. Les soldats de Hay avaient leurs fusils braqués sur le shérif corrompu et ses adjoints restants. James Morrison, annonça officiellement le colonel Hay. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, meurtre, fraude et abus d'autorité fédérale. Rendez vos armes immédiatement. Face à une force écrasante et sans issue, Morrison leva lentement les mains. Ses adjoints firent de même, le soulagement se lisant sur leur visage à l'idée que ce cauchemar était enfin terminé. Fletcher fit une dernière tentative pour se sauver. Colonel, je suis prêt à coopérer pleinement à votre enquête. Je peux vous fournir des preuves contre Morrison. Vous pourrez fournir ces preuves depuis une cellule de prison fédérale, Coupae. Vous êtes aussi coupable que votre cousin. Alors que les soldats s'apprêtaient à arrêter Morrison et Fletcher, Tommy s'approcha de l'homme qui avait assassiné ses parents. Le garçon de 8 ans leva les yeux vers le shérif vaincu, dans son regard il n'y avait ni haine, seulement justice. Mon grand-père disait toujours,
Les mauvais choix finissent toujours par rattraper les gens, dit Tommy doucement. Il avait raison. Morrison fixa le garçon qu'il avait tenté de tuer, voyant peut-être pour la première fois le coup humain de sa cupidité, mais il était trop tard pour se racheter. 2 heures plus tard, Morrison et Fletcher étaient menottés dans un wagon militaire à destination de Fort Randall. Leurs mercenaires s'étaient dispersés aux 4 vents et les frères Henderson faisaient déjà passer le message dans tout le territoire que les familles pouvaient rentrer chez elles en toute sécurité. Boone se tenait devant la cabane et regardait Ayanna aider les enfants à emballer leurs maigres affaires. Conway avait officiellement invité les 4 à rester à Fort Randall jusqu'à ce que des dispositions permanentes puissent être prises. « Tu as bien agi aujourd'hui, » dit Carter et en le rejoignant. « Ces enfants seraient morts sans toi. Ils se sont sauvés eux-mêmes. » Répondit Boone. « Je leur ai juste donné une chance de raconter leur histoire. Ma femme va les adorer, » continua Hay. Elle est déjà en train de prévoir des chambres et de parler d'école. Tommy est vif d'esprit et les petits s'épanouiront avec des soins appropriés. Boone acquiesça, surpris par la boule qu'il avait dans la gorge. Après 15 ans passés à chevaucher seul, l'idée de dire au revoir à sa nouvelle famille était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. « Et Ayanna » demanda-t-il. « Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi elle est restée pour aider des enfants blancs. Certaines personnes sont idiotes, dit et sans détour. Ma femme ne voit qu'une femme qui a risqué sa vie pour sauver 3 orphelins. C'est le genre de personne que nous voulons dans notre famille. » Tommy apparut dans l'embrasure de la porte, portant un petit paquet. « Monsieur Boone, vous venez avec nous ?» La question resta en suspense. Boone avait passé tant d'années à éviter les attachements, se convainquant que la solitude était plus sûre que de se soucier des gens, mais en regardant le visage plein d'espoir de Tommy regardait Lily avec espoir, tandis que celle-ci jetait un œil timide derrière la jupe d'Ayanna, et le petit Samuel, qui avait pris l'habitude de l'appeler « Papa Boone », il réalisa que son ancienne vie lui semblait soudainement vide. « Si le colonel ne voit pas d'inconvénient à nourrir une bouche supplémentaire, » dit-il, et sourit. « Je pense que nous pouvons nous en sortir. » Ayanna sortit de la cabane avec Lily et Samuel, ses yeux sombres rencontrant ceux de Boone. Dans son regard, il vit de la gratitude, du respect et quelque chose de plus profond, les fondements d'un partenariat bâti sur un objectif commun et une protection mutuelle. « Prêt ?» demanda-t-elle. Boone jeta un dernier regard à la cabane où tout avait changé, où une simple offre de protection s'était transformée en quelque chose de plus grand, une véritable famille unie non pas par le sang, mais par le choix et l'engagement. « Nous 4, dit-il, reprenant les mots qui avaient marqué le début de leur voyage ensemble. « Nous sommes prêts. » Alors qu'il roulait vers Fort Randall, Tommy parlait avec enthousiasme de l'école qu'il allait fréquenter, Lily fredonnait doucement et Samuel s'était endormi contre la poitrine de Boone. Ayanna chevauchait à leur côté, non plus comme une fugitive, mais comme une femme avec un avenir sûr et des enfants qui grandiraient en sécurité et aimés. Derrière eux, la cabane abandonnée devenait de plus en plus petite. Devant eux s'étendait Fort Randall, où la femme du colonel attendait pour accueillir à bras ouverts 4 nouveaux membres de la famille. Boone Carter avait passé 15 ans à fuir tout attachement, mais il courait enfin vers quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Le cow-boy qui avait trouvé une femme apache nourrissant seuls 3 orphelins avait découvert que parfois, la plus grande force ne venait pas de l'équitation. Solo, mais en choisissant de rouler ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez dès maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable où le destin et le courage s'entrechoquent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.